premier vaccin d'AstraZeneca arrive ce week-end. Certaines professions prioritaires vont pouvoir en bénéficier. Détail dans quelques instants. Bonsoir à tous. Nous évoquerons aussi cette question. Faut-il imposer un passeport vaccinal, sorte de preuve qu'on a été vacciné? Certains pays s'engagent dans cette voie et cela pose question. J-7 avant la réouverture des coiffeurs. La préparation a déjà commencé dans les salons. Certains ouvriront tout le week-end prochain. Du côté du ciel, une offensive hivernale venue du nord arrivera demain sur notre pays. Grand froid et neige seront au programme. Pas encore de bulle élargie pour les étudiants. Des jeunes en demandent de plus de contacts sociaux. Et puis cette belle histoire du jour, un couple que le Covid a rapproché s'est marié à l'hôpital en Espagne. Les premières doses du vaccin d'AstraZeneca doivent donc arriver ce week-end dans notre pays. On parle de 80 000 doses. La Belgique a décidé de ne pas le recommander pour les personnes de plus de 55 ans. Alors, qui pourra en profiter et est-ce que cela va changer la stratégie de vaccination? Les réponses avec Loïc Parmentier et Denis Caudron. C'est le vaccin le plus commandé par la Belgique, AstraZeneca, près de 8 millions de doses. Mais faute de données scientifiques suffisantes, il ne sera pas administré pour le moment aux plus de 55 ans. Les autorités ont donc réfléchi, analysé ce matin l'ensemble de la stratégie de vaccination. Résultat, rien ne change. Cela ne devrait poser aucun problème. La stratégie de vaccination pour les plus de 65 ans ne change pas. Ils auront du Pfizer ou du Moderna, puisque c'est les caractéristiques du vaccin font en sorte qu'ils peuvent avoir un de ces deux vaccins. Et pour toutes les personnes qui, dans la stratégie de vaccination, ont entre 18 et 55 ans, on leur proposera l'AstraZeneca. 443 000 vaccins AstraZeneca arriveront en Belgique ce mois-ci, réservés donc aux moins de 55 ans. Au-delà, il n'est pas recommandé. Donc on n'a pas dit que le vaccin était inefficace au-delà de 55 ans. On a mentionné qu'on n'a pas suffisamment de données pour estimer le niveau d'efficacité. Enfin, le seul changement annoncé est une bonne nouvelle pour la police. Vu la limite d'âge du vaccin AstraZeneca, ils pourront être vaccinés avec 1 ou 2 mois d'avance. Justification des autorités, les forces de l'ordre ont parfois bien du mal à respecter une certaine distanciation sociale lors d'interventions. On vient de le voir, la stratégie qui consiste à vacciner d'abord les personnes âgées ne sera pas modifiée. Ensuite, les personnes atteintes de certaines pathologies pourront accéder au vaccin avant le reste de la population. Les précisions de Laura Van Lerberg et Catherine Van Zeveren. En dessous de 65 ans, qui vaccine-t-on en priorité? Tout d'abord, les personnes de 18 à 64 ans qui présentent des facteurs de comorbidité. Les critères sont très précis. Exemple, les personnes souffrant d'une maladie rénale chronique ou encore des personnes avec un système immunitaire affaibli. Il y a aussi une liste plus spécifique pour les personnes de 45 à 64 ans. Exemple, les personnes avec des problèmes d'obésité, des diabétiques ou encore des personnes souffrant de démence. Mais comment ces personnes seront-elles identifiées? Grâce aux données des mutuelles, une liste sera établie. Les médecins généralistes pourront la compléter sur base des informations du dossier médical global. C'est au fond l'outil principal pour une bonne gestion au niveau de la première ligne par le médecin généraliste de tout ce qui vous concerne, vous, en matière de soins et de santé, de résultats d'examen, d'analyse, de diagnostic, de traitement, etc. Les patients à risque reçoivent ensuite des régions une invitation à se faire vacciner, soit par lettre postale, par mail ou par SMS. La question n'est pas encore tranchée. Mais que faire si l'on n'a pas de dossier médical global? Dans la capitale, la moitié des Bruxellois n'en disposent pas. Si vous n'avez pas de dossier médical global ou que vous ne le savez pas ou que vous êtes certain de ne pas en avoir, eh bien alors malheureusement il faudra contacter le médecin traitant, aller probablement chez lui et sur base de votre numéro de carte d'identité, même sans dossier médical global, vous pourrez alors avoir accès à un code pour vous faire vacciner si vous êtes dans les catégories de personnes à risque. Les pharmacies pourront aussi jouer un rôle dans l'identification de ces personnes et vérifier si elles ont bien reçu une invitation à se faire vacciner. Mais pour certains médecins généralistes, cette procédure est compliquée et longue à mettre en place, surtout à l'approche de la vaccination de ce groupe prévue dans le courant du mois de mars.
Ce qui nous amène aux chiffres de la vaccination. 326 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid en Belgique. Parmi celles-ci, 84 100 ont reçu les 2 doses. Pour approfondir le sujet, Sabine Storder est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la co-responsable de la Task Force. Nous venons de voir les chiffres. Pour l'instant, plus ou moins 3,5% des Belges sont vaccinés en Belgique. Est-ce qu'on va assez vite ? On va en tout cas aussi vite que nous le permet la livraison des différents vaccins. Donc nous avons effectivement accéléré la campagne de vaccination de manière à ne plus laisser de vaccins en stock, bien que nous veillons toujours à sécuriser les deuxièmes doses pour les vaccins Pfizer et Moderna. Donc effectivement, on a pu constater dès le début du mois de janvier une grande accélération et nous poursuivons la route comme cela est prévu. Alors en ce qui concerne le nouveau vaccin qui arrive en Belgique, le vaccin AstraZeneca, cette recommandation de ne pas l'administrer aux plus de 55 ans, est-ce que cela ne va pas retarder la vaccination des personnes plus à risque, les personnes plus âgées ? Non, au contraire. Justement, comme ce vaccin présente aussi un très bon profil d'efficacité, particulièrement pour les 18 à 55 ans, il nous permettra de pouvoir administrer plus rapidement ce vaccin à des groupes qui étaient plus tard dans la campagne de vaccination. Mais également de poursuivre la campagne par les professionnels de soins de santé, par exemple, en différenciant différents groupes selon leur catégorie d'âge. Et donc, les plus âgés entreront plus vite dans la campagne en recevant le Pfizer ou le Moderna. Alors, il y a eu des retards dans les livraisons, que ce soit pour le vaccin Pfizer et celui d'AstraZeneca aussi. Est-ce qu'on va réussir à s'en tenir au calendrier ? Alors, nous avons justement ajusté le calendrier en tenant compte des prévisions de livraison, donc qui nous sont communiquées chaque semaine. Alors, pour l'instant, les nouvelles sont relativement encourageantes parce que non seulement les prochaines livraisons sont bien confirmées, mais légèrement rehaussées également. Et donc, les régions planifient la vaccination en tenant compte de ces ajustements qui sont très réguliers. Quand pourra-t-on commencer la vaccination de la population générale ? Alors la population générale va commencer à se faire vacciner une fois que la phase 1A et 1B seront terminées. Mais nous avons déjà prévu que dans le courant du premier semestre, en tout cas, nous pourrions démarrer rapidement cette campagne, particulièrement si les livraisons continuent d'augmenter et que de nouveaux vaccins arrivent sur le marché, ce qui devrait bientôt être le cas avec le prochain vaccin Johnson & Johnson. Restez avec nous, Sabine Storder, puisqu'on va parler d'un autre aspect lié à la vaccination. Devrons-nous bientôt prouver que nous sommes vaccinés pour voyager ou fréquenter certains endroits ? Des pays comme la Grèce, la Suède et le Danemark vont développer des passeports vaccinaux. Peut-on imaginer une chose pareille chez nous ? Cela pose évidemment pas mal de questions éthiques. Emmanuel Dupont, Recep Ametaj, Mathieu Langer et Julien Raoui. Il est amarré dans le port du Pirée à Athènes depuis près d'un an. Pas de touristes, pas de voyage en perspective. Les frais d'entretien de ce navire de croisière s'élèvent à 15 000 € par jour. Autant dire que le capitaine du paquebot espère que le passeport vaccinal lui permettra de reprendre la mer avant l'été prochain. Le certificat vaccinal va certainement aider les personnes à voyager. Ce sera plus facile à gérer, mais ça va dépendre des décisions des experts de chaque pays. La Grèce est favorable au passeport vaccinal, tout comme l'Espagne, le Portugal, l'Islande, la Suède et le Danemark. Des pays qui disent vouloir sauver le tourisme. Mais ailleurs, le sujet fait débat. Les Belges, par exemple, sont-ils prêts à montrer patte blanche pour prendre un avion ou aller au restaurant? Mais non, j'aime pas d'être contrôlée comme ça. Je ne sais pas si on aura le choix, de toute façon. Non. Non, ça me gênerait beaucoup. C'est compliqué, mais je pense que dans les circonstances actuelles, je serais pour, ouais. Les Belges sont divisés, comme les pays de l'Union européenne, qui réfléchissent à la mise en place d'un code unique, mais sous certaines conditions. Ils ont clairement dit que c'est pour des raisons médicales. Donc on n'est pas vraiment en faveur de donner des privilèges à des gens qui sont vaccinés. Car c'est bien là le problème. Le passeport vaccinal peut répondre à des objectifs économiques, mais pas forcément sanitaires. Pour certains experts, le débat est même prématuré. Avant de mettre en place le certificat, il faut s'assurer que le vaccin ne permette plus la propagation du virus et que la majorité de la population soit vaccinée.
À l'heure actuelle, la vaccination n'est pas encore recommandée pour les femmes enceintes. Ça veut dire que vous les excluez d'office de la possibilité de voyager, si la possibilité de voyager est conditionnée à un certificat. C'est quand même un petit peu embarrassant. Avec le passeport vaccinal se pose également la question de la protection des données. Le gouvernement belge annonce qu'il s'alignera sur la position européenne, mais affirme ne pas vouloir d'un passeport susceptible d'ouvrir les portes d'un théâtre, d'un restaurant ou d'un avion. Sabine Storder, un passeport vaccinal, vous y êtes favorable ? Alors, je n'ai pas vraiment une opinion par rapport à ce sujet-là. On voit que de toute façon, ce sont des demandes qui nous dépassent, qui vont pouvoir être probablement exigées par certains pays. Mais effectivement, je suis d'accord que cela pose d'énormes questions éthiques, particulièrement pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Et il y a des discussions à ce sujet en Belgique ? Pas à l'heure actuelle. Donc nous restons toujours sur le même mot d'ordre. La vaccination est volontaire. Elle ne peut pas être rendue obligatoire. Mais apparemment, d'autres pays vont probablement l'exiger. Alors, selon des chiffres de Sciensano, 1 Belge sur 5 présente des anticorps. Est-ce que cela peut avoir une influence sur la stratégie de vaccination ? Alors, à l'heure actuelle, non. Parce que nous pouvons très bien avoir développé des anticorps suite à une infection précédente, mais ne pas être suffisamment immunisés pour résister à une nouvelle infection, particulièrement avec l'arrivée des nouveaux variants. C'est pourquoi nous continuons de recommander la vaccination avec le schéma vaccinal proposé, c'est-à-dire les 2 doses de vaccin, que les personnes aient ou non développé des anticorps. Autre question, est-ce qu'à un moment dans la campagne de vaccination, on pourra choisir quel vaccin nous sera administré ? Alors à l'heure actuelle, ce n'est pas encore une question qui est débattue. Donc il faut savoir que nous réfléchissons davantage à choisir les vaccins en fonction des caractéristiques du vaccin, mais aussi des profils des groupes cibles. Donc il ne revient pas à une personne de choisir, par exemple, entre différents types de vaccins. En tout cas pour la campagne telle qu'elle se conduit actuellement. C'est quelque chose qui est envisageable à un moment où la disponibilité ne sera plus un problème ? Alors nous sommes toujours ouverts à toutes les discussions et si ce sujet devait revenir sur le tapis dans les prochains mois, bien entendu nous y réfléchirions, probablement aussi avec le comité de bioéthique ou avec le Conseil supérieur de la santé. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci Sabine Storder d'avoir répondu à nos questions en direct. D'autres chiffres concernant le coronavirus, l'évolution de la pandémie est relativement stable. Les contaminations et les hospitalisations sont en légère hausse. Il y a 124 entrées à l'hôpital chaque jour. Les décès poursuivent leur diminution, près de 41 par jour. Des chiffres qui ouvrent des perspectives pour les métiers de contact. Les coiffeurs seront les premiers à en profiter. Dans une semaine, ils pourront à nouveau recevoir leurs clients. Et le travail a déjà commencé pour organiser tout ça. Justine Roldan-Pérez avec Gaëtan Zanqueta. MG Coiffure Muriel, bonjour. MG Coiffure Muriel, bonjour. MG Coiffure Muriel, bonjour. Depuis hier, le téléphone ne cesse de sonner. Nous n'avons pas encore l'agenda qui est préparé, donc je vais prendre votre nom, prénom et je vous rappelle dès que ceci est fait. À peine la date de réouverture confirmée, que les clients impatients veulent un rendez-vous. Oui, maintenant ça va beaucoup mieux, on a une bouffée d'oxygène, donc ça fait beaucoup de bien au moral. La liste d'attente est de plus en plus longue et pour contenter tout le monde, il faudra revoir l'organisation. Je pense que nous allons ouvrir donc le dimanche 14, lundi 15 et nous allons travailler jusqu'au couvre-feu. Je prends. Coiffure Valério, bonjour. Même constat chez Valério. On est content de vous retrouver aussi. De nombreux appels, mais aussi des réservations en ligne. L'engouement des clients fait du bien au moral. Quand on voit aujourd'hui les gens qui nous appellent, le téléphone qui sonne pour des rendez-vous, qu'on voit qu'il y a un planning qui commence à se charger, on se dit ouf, oui, ça fait du bien. On n'y croyait plus, hein. Honnêtement. Je réponds, merci. Coiffure Valério, bonjour. Pour rouvrir, il faudra tout de même respecter des règles, notamment l'obligation de recevoir un client par 10 mètres carrés, de ventiler suffisamment et de prévoir un temps d'attente de 10 minutes entre chaque client pour tout désinfecter. Je pense que l'État aujourd'hui ne doit pas nous laisser tomber malgré qu'il nous laisse réouvrir. Il doit continuer à nous aider à traverser cette période difficile. Valério, lui, est plus mitigé face à l'incohérence des mesures en fonction des secteurs.
Par exemple, quand vous voyez les transports en commun, je veux dire, nous, on a pris, depuis le départ, on a pris toutes nos précautions. On désinfecte à chaque cliente, voilà, personne ne peut s'asseoir sur un fauteuil avant qu'il ne soit désinfecté. Je vois très mal le chauffeur de bus, à chaque fois que quelqu'un descend du bus, d'aller avec son spray et désinfecter le fauteuil. Si Muriel et Valerio se préparent enfin à leur réouverture, ils affirment qu'ils continueront à soutenir les secteurs qui n'ont pas cette chance en participant à toutes les actions qui seront organisées. Les parcs animaliers pourront également rouvrir leurs portes dans une semaine. Avant cela, il faut tout préparer pour accueillir les visiteurs. Le reportage de Gauthier Falk et Nathan Gerlache au domaine des grottes de Han. Voilà Patrick, tu peux tester le micro si tu veux. Ok. Voilà, le micro. Test son réussi. Ok, c'est bon. Test sécurité des portes réussi également. À une semaine de la réouverture, Patrick et Michael s'assurent déjà que tout fonctionne dans le parc. On a fait un nettoyage de tous les véhicules. Maintenant, on s'assure que tous nos véhicules roulent bien, que tous les systèmes de sécurité, fermeture des barrières, des portes arrière soient bien en ordre, que le système informatique fonctionne aussi, repérage également des routes. Autre point à préparer, les conditions d'accueil de réouverture. Le parc attend encore un protocole exact des autorités, mais ici les réservations seront obligatoires, le masque également. Quant aux distances sociales, elles seront facilement applicables. Et voilà, comme vous pouvez le constater, dans notre parc, on ne manque pas d'espace, 250 hectares de pleine nature, dans lesquels il est tout à fait aisé de respecter les distanciations sociales. Ce n'est par contre pas le cas dans la grotte qui restera fermée, car seuls les espaces en plein air pourront rouvrir. C'est un espace plus fermé et donc on imaginait bien qu'on ne pourrait probablement pas réouvrir. Donc on avait pris la décision, même avant de savoir qu'elle resterait fermée et qu'on ouvrirait uniquement le parc animalier. Un parc où les animaux n'ont pas du tout souffert du confinement et de l'absence de visiteurs. Par contre, pour les soigneurs, il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Faire un petit peu plus attention à l'entretien des entrées de bâtiments où là on laissait traîner parfois un petit tas de paille parce que voilà, là on fera attention à le nettoyer pour que ça paraisse propre. Les parcs animaliers s'attendent à avoir de nombreux visiteurs dès la reprise, ce qui permettra peut-être de désengorger d'autres lieux de balade. Week-end de préparation aussi dans les centres de vacances. Ces structures peuvent-elles reprendre leur activité dès lundi, dans 2 jours. Les restaurants et les piscines notamment devront rester fermés. Mathieu Langer, Julien Raouet. Seaux et produits de nettoyage à la main, Sabine et Isabelle s'attendent à un week-end plutôt laborieux. Depuis la mi-novembre, la poussière s'est installée dans ces bungalows. Coup d'aspirateur, dressage des lits, il faut à présent tout remettre à neuf car les clients seront de retour dès lundi. On est content, enfin ça ouvre, donc ça y est, on prépare tout, on redépoussière un peu les chalets pour enlever la poussière, mettre un petit peu en ordre. Et puis comme il y a eu des travaux dans certains chalets, on recheck un peu le tout. Au milieu de la forêt, 237 chalets construits dans un domaine de 14 hectares, tous réservés pour des couples ou des familles de 4 à 6 personnes au maximum. Ce sont tous des bungalows individuels qui sont bien dans un cadre boisé et tout le monde peut respecter sa bulle familiale sans aucun problème. Piscines et restaurants resteront fermés, mais pas de quoi décourager une clientèle belgo-belge qui avait déjà posé ses jours de congé. À point nommé juste avant les vacances de printemps. Donc on avait déjà beaucoup de demandes. Est-ce qu'on pourra venir passer notre petit week-end avec les enfants? Résultat, depuis ce matin à la réception, Caroline a reçu une douzaine d'appels en 30 minutes à peine. Des gens qui veulent un peu sortir de leur maison. Prendre un peu de souffle dans un nouveau environnement. Et les Ardennes, c'est la meilleure place de venir. Le décompte est lancé, reste 48 heures pour tout préparer. Comme cet été, les patrons du village s'attendent à plus de 95% de chalets réservés. À noter qu'il sera encore question des nouvelles mesures demain dans C'est pas tous les jours dimanche. Le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, et celui des Indépendants, David Clarinval, seront sur le plateau. Et toujours demain, après le RTL Info 13h, l'invité de Pascal Vrébos sera Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'Économie et du Travail.
Dans la suite de votre RTL Info 19h, le retour du froid et de la neige sur le pays dès demain. L'offensive hivernale vient du nord et le phénomène va durer quelques jours. Nous parlerons aussi du combat d'une vie. 27 ans après le génocide au Rwanda, un couple se bat pour retrouver les assassins de l'un de leurs parents. Et puis une lueur d'espoir en pleine pandémie, séparé par le coronavirus, un couple a choisi de s'unir pour la vie à l'hôpital. L'actualité de ce week-end, c'est donc aussi cette nouvelle offensive hivernale attendue. Le phénomène venu du nord va remonter vers notre pays dès demain. Dans les prochains jours, il y aura de fortes chutes de neige et des températures négatives en journée. Arnaud Gabriel, Steve Daman. La neige recouvre déjà une partie des Pays-Bas. Ici, on attend entre 30 et 40 cm de neige d'ici demain soir. La tempête touche aussi l'Allemagne et pourrait arriver en Belgique dans les prochaines heures. L'air froid qui arrive à partir déjà de cet après-midi, cet air froid qui va continuer de descendre encore cette nuit, avec donc toujours cette poche très douce dans le sud, mais par contre on voit vraiment que l'air froid qui arrive et qui va vraiment toucher l'ensemble du pays avec du gel généralisé à partir de lundi. La particularité, c'est l'écart de température en Belgique entre le nord et le sud du pays. Et étrangement, il fera cette fois-ci plus chaud sur les hauteurs. Une masse d'air polaire qui descend par le nord, avec donc des températures plus fraîches le long de la frontière avec les Pays-Bas. Déjà cette nuit, là, des minima qui devraient atteindre -2, -3 degrés, aussi bien sur le nord en Campine. Dans le centre, on devrait avoir entre 0 et -1 degré, tandis qu'en Gaume, du côté de Virton, on aura 5, voire 6 degrés pour les minima cette nuit. Le froid sera présent au début de la semaine prochaine avec des températures négatives en journée sur l'ensemble du pays. L'Institut royal météorologique s'attend à vivre la période de froid la plus intense de ces 3 dernières années. Autre phénomène météo, en bref, le ciel du sud et de l'est de la France a pris une teinte jaunâtre. Sous l'effet des vents, des poussières de sable du Sahara ont été transportées depuis l'Afrique du Nord. Reparlons à présent du Covid et des mesures qui n'ont pas été prises hier lors du comité de concertation. Il y a notamment la bulle pour les étudiants. L'idée est de permettre des contacts sociaux entre jeunes qui cotent ensemble. Pas encore adoptée, elle n'est pas abandonnée pour autant. Arnaud Gabriel avec Steve Daman. C'est vrai que ça nous a donné des espoirs et au final, je pense qu'on est tous déçus parce que finalement les espoirs, ils sont plus trop là, quoi. La déception de Zoé reflète bien l'état d'esprit des étudiants aujourd'hui, surtout ceux qui sont en cote et qui avaient une lueur d'espoir. Un espoir né il y a 10 jours et annoncé à notre micro par la ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis les 18-25, parce qu'on sait que c'était un groupe qui était particulièrement touché, ils pourront avoir des bulles de cote, donc la possibilité d'être assis au sein d'une même bulle, parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'interaction avec leurs pairs. Un accord est intervenu entre les communautés et les experts. Tout semble en ordre, mais hier, rebondissement après le comité de concertation. C'est clair qu'il y a une attention par rapport aux étudiants dans l'enseignement supérieur. Mais bon, il y a des jeunes qui n'étudient pas, il y a des jeunes qui travaillent aussi, il y a, comme je l'ai dit, des gens plus âgés qui éprouvent des difficultés aussi. Non, l'arrêté ministériel ne sera pas adapté dans ce sens. Jessica a 22 ans, elle est luxembourgeoise et cote à Bruxelles. La situation est pour elle d'autant plus difficile que le retour dans sa famille est pour le moment impossible. Continuer à rester isolé chez nous, c'est quand même un peu... c'est dur. C'est très dur, oui. Donc oui, ce serait quand même pas mal de pouvoir voir plus de monde. Donc c'est dommage. Au nord du pays, c'est l'incompréhension pour le ministre flamand de l'enseignement. Je ne comprends donc pas pourquoi ce n'est pas possible. Cette mesure aurait pu donner des perspectives positives à une partie des étudiants qui sont fortement touchés par des mois d'isolement social. La proposition de bulle de cote ne serait pas rejetée, elle sera discutée le 26 février. En ce qui concerne l'Horeca, pas d'assouplissement en vue. Le ministre de la Santé l'a encore affirmé ce matin sur la radio flamande Haine. Au-delà des gérants de ces établissements mis à rude épreuve, il y a aussi de nombreux travailleurs, des commis en salle, des commis en cuisine, aux serveurs en salle. Ils sont tous plongés dans l'incertitude. Justine Ponce et Pierre Alterman. Ça, c'était il y a 3 mois et 17 jours. Karim servait ses tout derniers clients avant la fermeture de l'Horeca.
Aujourd'hui, il revient sur place, le cœur serré. C'est triste, ces petits pincements au cœur. Ouais. Le matin, je me lève, je vais à ma boîte aux lettres avec un pincement au cœur. Je ne sais pas si je vais trouver un courrier du patron qui licencie son personnel ou qui a même fait faillite, qui a perdu son établissement. On ne sait pas. À Bruxelles, depuis mai 2020, dans les établissements Horeca de plus de 50 personnes, 6% des travailleurs ont perdu leur emploi. Les autres sont à l'arrêt et tous n'ont pas pu se lancer dans une autre voie. Gebran est serveur dans ce restaurant. Il a saisi l'opportunité de rejoindre les équipes d'une maison de repos pendant les 2 confinements. Bonjour Émilie. Le fait de travailler sur place, de croiser de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens, chose qu'en tant que confiné, on ne sait plus. J'ai eu une énorme chance. Il attend aujourd'hui de pouvoir retrouver son bar, ses clients, ses collègues et finalement un peu de lien social. Je me servirais bien un bon petit café et malheureusement il n'y a personne qui va en apporter. Mustapha, son collègue en cuisine, attend lui aussi la reprise. Après des mois de fermeture, le moral est au plus bas. Je commence à avoir peur. Je commence à être stressé comme pas possible. J'ai du mal à dormir la nuit parce que ça faisait 10 ans que j'ai travaillé ici. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'un jour cela pouvait être possible. Les conséquences sont aussi financières. Tous ces travailleurs ont perdu des pourboires et des heures supplémentaires. Avec le chômage temporaire, ils perdent aussi 30% de leurs revenus. Dans le même temps, ils continuent de coûter cher à l'employeur. Avec le coût des assurances, de pécule de vacances et de la prime de fin d'année, finalement, un travailleur coûte entre 600 et 1 000 euros par mois à l'employeur. Le secteur réclame aujourd'hui des perspectives, une date de réouverture pour ne pas sombrer. Un chiffre pour illustrer la crise économique à retrouver dans l'Écho. La pandémie a creusé un trou de près de 36 milliards d'euros dans le budget. En 2020, le déficit s'est élevé à 10% du produit intérieur brut et c'est le plus lourd de l'histoire belge. La lutte contre le cancer coûte également à la société. Ce soir, nous vous proposons de combattre une idée reçue. La majorité des Belges pensent que la cigarette électronique est aussi nocive que le tabac. Ce n'est pourtant pas le cas, d'après les scientifiques. Emmanuel Dupont, Recep Ametage. On en parle depuis presque 20 ans, mais on ne connaît toujours pas précisément le degré de dangerosité de la cigarette électronique. Nocive, elle l'est incontestablement pour l'Organisation mondiale de la santé. Et dans l'esprit de 70% des Belges, elle ne fait aucun doute. Je pense qu'elle est encore plus nocive. Je ne peux pas vous donner les raisons, je ne sais pas exactement, mais j'ai déjà souvent entendu dire que c'était peut-être même plus mauvais que le tabac. Et pourtant, la dernière étude scientifique révèle le contraire. Le vapotage est moins nocif que le tabagisme. 18 décès liés à la cigarette électronique ont été recensés aux États-Unis il y a 2 ans. Rien à voir avec les dégâts occasionnés par le tabac. Pas question, bien sûr, pour la Fondation contre le cancer d'encourager le vapotage, mais au contraire de s'en servir pour arrêter de fumer. Dans un cas bien particulier de sevrage tabagique, pour des consommateurs qui auraient essayé d'arrêter de fumer avec des médicaments, avec des patchs qui n'y arriveraient pas, la cigarette électronique peut être un très bon outil pour accompagner dans le cadre de ce sevrage. Aujourd'hui, 23% des Belges fument. C'était le cas de Maxime jusqu'en novembre dernier où il décide d'arrêter. Le tabac le rend, dit-il, de plus en plus irritable, mais le jeune homme de 20 ans ne choisit pas pour autant la cigarette électronique. Je pense que c'est remplacer un problème par un problème. Je suis plus partisan de ceux que quand on veut arrêter quelque chose, on peut le faire définitivement et rapidement. Plusieurs mouvements associatifs œuvrent pour que chaque enfant né à partir de 2019 puisse grandir dans un environnement sans tabac. Le tabagisme qui, chez nous, est responsable de 20% de tous les cancers. En Belgique ou ailleurs, pour beaucoup de couples, l'une des conséquences de la pandémie a été de voir son mariage reporté ou annulé. Pour certains, au contraire, ça a plutôt été l'élément déclencheur. En Espagne, à Madrid, un couple atteint par le virus s'est dit oui dans un hôpital. Des images émouvantes commentées par Mélanie Renda. Diadème dans les cheveux et bouquet de fleurs à la main. Cet Espagnol n'avait pourtant pas prévu de se marier. Atteint par le coronavirus, elle et son mari ont été admis fin janvier dans un hôpital à Madrid.
On est arrivés ensemble à l'hôpital. Lui a été admis dans un autre service. La séparation a été très difficile car nous ne savions pas ce qui nous attendait. Dans cette atmosphère particulière, Fernando, 70 ans, a décidé de faire sa demande en mariage après 14 ans de vie commune avec Rosa, 62 ans. Il ne m'a jamais demandé en mariage avant, mais il y a environ 8 jours, je ne sais plus bien, il m'a envoyé un message pour faire sa demande. J'ai dit bien sûr, c'est le rêve de ma vie de devenir ton épouse. Alors, le personnel soignant a mis en place une petite cérémonie au sein de l'hôpital. Nœud papillon autour du cou, le futur marié doit pourtant rester alité et équipé d'un masque à oxygène. Ce sont des circonstances que je n'aurais jamais imaginées. Je prends ça comme une bénédiction et je remercie l'hôpital, car le personnel nous a apporté de l'amour et de l'attention. Le couple s'est dit oui, et pour officialiser la cérémonie, les mariés ont suivi l'office d'un prêtre, contexte oblige, par vidéoconférence. En Birmanie, le plus grand rassemblement depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi s'est déroulé aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Rangoon. Il y a aussi d'importantes coupures d'Internet dans le pays. Mélanie Renda. Stop à la dictature militaire. C'est ce que scandent ces Birmans. Par milliers, ils manifestent et portent du rouge, la couleur de la LND, le parti de la dirigeante Aung San Suu Kyi, renversé lundi par l'armée. Les manifestants sont déterminés à chasser les militaires du pouvoir. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire parce que notre présidente est encore en vie. Depuis le coup d'État en début de semaine, la pression militaire s'est durcie. Au moins 15 responsables politiques et activistes ont été arrêtés. Pour tenter de faire taire la contestation, les réseaux sociaux sont censurés. Les données du réseau en temps réel montrent que la connectivité nationale est tombée à 54% des niveaux ordinaires. Les utilisateurs déclarent avoir des difficultés à se connecter. Devant cette université de Rangoon, étudiants et professeurs appellent à la résistance. Des dizaines de fonctionnaires ont cessé de travailler en soutien au gouvernement civil. Notre objectif est d'arrêter complètement tout le système. Nous refusons de travailler à partir de maintenant avec des militaires au pouvoir. L'ONU, qui est en contact avec les putschistes, réclame la libération des personnes détenues, dont Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante birmane a été arrêtée lundi et son gouvernement civil renversé par l'armée, restaurant un pouvoir militaire en Birmanie après 10 ans de démocratie. Un document pour suivre le combat d'un couple pour traquer les génocidaires au Rwanda et ailleurs. La mère de Dafrosa a été abattue par balle dans une paroisse à Kigali. Près de 27 ans après les faits, la douleur et la détermination de ce couple sont toujours intactes. Le récit de Jean-Pierre Martin. 6 avril au soir, 94, c'est là que notre vie a basculé. Ces collines qui surplombent le lac Kivu dans le nord du Rwanda sont belles et tristes, marquées à jamais par le génocide. Alain Gauthier consacre sa vie à traquer ceux qui ont tué. Notre travail consiste à venir recueillir des témoignages, les témoignages de rescapés ou de tueurs, lorsqu'on apprend la présence en France d'une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis. L'un de ces tueurs vivait là avant de se réfugier en France. Je pense que si nous n'avions pas déposé plainte il y a quelques années, Claude Mouaïmana ne serait jamais jugé. Face à la maison du suspect, il y avait un stade où les Tutsis étaient regroupés, assassinés. Aujourd'hui, un mémorial a été érigé. Des crânes, des lambeaux de vêtements racontent le génocide. Albertine était là, a vu mourir sa maman. Ils sont venus tirer sur nous. Ils ont tiré, jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment que moi j'ai vu ma mère. Elle était encore vivante. Après je lui ai dit ok maman, au revoir, on se verra au ciel. Je l'ai quittée, je suis partie. C'est ma toute dernière fois de la voir. C'est vrai que c'est très dur émotionnellement d'entrer dans ces lieux, mais en même temps ce sont des lieux de mémoire qui sont essentiels dans l'histoire du génocide et dans l'histoire des rescapés. Ici, les Tutsis ont d'abord résisté avant d'être encerclés par les miliciens sous les yeux de soldats français. Bonjour.
Alain Gauthier parcourt à pied ces collines où vivent les bergers pour recueillir les témoignages des rescapés qui ont vu le suspect. Il a été arrêté en France? Oui. Merci beaucoup. Quand nous apprenons que les génocidaires ont été arrêtés à l'étranger, puis extradés pour être jugés grâce à votre effort, cela nous donne l'espoir et le courage de vivre. Aaron attend dans sa parcelle le chasseur de génocidaires. Aaron a survécu, mais il reste bien seul. Toute sa famille a été exterminée. Il reconnaît la photographie du suspect. Je le voyais à chaque fois qu'il venait déposer ou chercher les miliciens Hutus. Aujourd'hui, je n'ai plus ni femme, ni enfants, ni petits-enfants. Aucun d'entre eux n'est plus en vie. Voilà pourquoi les génocidaires doivent être traqués partout où ils sont pour être punis. Depuis presque 27 ans, le couple Gauthier consacre toute son énergie à rendre vie aux victimes, à leur rendre justice. Il ne peut pas y avoir de véritable pardon ou de véritable réconciliation sans la justice. Je crois que les victimes qui ne sont plus là attendent la justice. Retour chez nous avec une idée de sortie pour les vacances de carnaval. À Bruxelles, l'exposition Dino World a ouvert ses portes aujourd'hui. C'est le Palais 2 qui l'accueille après 11 mois de fermeture. Pour s'émerveiller, il faudra respecter des conditions strictes de sécurité. Sébastien Rosenfeld, Gaëtan Lillon. Un regard carnivore et des dents affûtées. Ce T-Rex fait son effet. Le plus célèbre des dinosaures reproduit grandeur nature, ressurgit comme il y a 65 millions d'années. C'est réaliste et ce dinosaure, il fait bien peur. Un grand jour pour Fabio, mais aussi l'occasion de retrouvailles. On ne s'était pas vu du tout, c'est le filleul de ma maman, je l'ai rencontré aujourd'hui en fait, donc c'est une première. Dino World permet une sortie en famille qui rompt l'ordinaire. Ptérodactyle, vélociraptor, le public profite d'un espace de 4500 mètres carrés. Ça fait du bien, on attendait de pouvoir ressortir un petit peu, trouver des activités à faire avec la petite, donc oui, c'est vraiment chouette. C'est vraiment agréable. On était emprisonnés dans notre maison, ça fait du bien quand même de sortir. Les conditions sanitaires sont strictes. Gel hydroalcoolique, masque, purificateur d'air et un roulement de 60 visiteurs par demi-heure. C'est bien fait, il y a assez de distance et les gens respectent les règles généralement, oui. Enfin, même généralement, j'ai pas vu quelqu'un qui ne respectait pas les règles. Ces dinosaures articulés permettent aux enfants de faire fonctionner leur imagination à travers un parcours ludique. J'ai l'impression qu'il va tout dégommer, il va casser le musée et il va tous nous aplatir. Cela fait 11 mois que le Palais 2 du Heysel n'avait pas ouvert ses portes à cause de la pandémie. Cette exposition est un pari financier, mais se veut aussi un symbole. Le bonheur que ça a apporté aux équipes déjà de pouvoir reconstruire quelque chose, d'avoir toute la machine qui se remet en marche. Rien que pour ça déjà c'était un beau moment. Et puis je vois aussi que ça suit en termes de vente. Donc c'est encourageant aussi pour le promoteur que je suis de se dire ça va, le public suit aussi. Ce parcours propose aussi une immersion en 3D. La précédente édition en 2017 avait attiré 130 000 personnes. L'objectif des promoteurs est de réaliser la même performance. Ils comptent sur la durée. Dino World est ouvert jusque début septembre. Et on parle encore d'évasion près de chez nous avec la découverte d'un patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les carrières de la Malogne dans le Hainaut, témoin d'un riche passé vieux de 67 millions d'années. Le site n'est accessible qu'aux scientifiques. La SBL qui le gère souhaiterait l'ouvrir au grand public. Visite signée Chantal Monet, Marc de Moustier avec Xavier Gérard. Plonger dans le sous-sol montois, c'est aller à la rencontre d'un véritable trésor. 175 km de galerie, d'une profondeur de 15 à 45 mètres. Ici, on rentre dans l'aire secondaire. Un site classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous sommes ici dans une machine à remonter le temps. Nous nous retrouvons ici il y a 67 millions d'années, avec donc non seulement les spécificités liées à cette période du secondaire, mais également les fossiles qui démontrent que nous sommes bien dans un site marin.
Au XIXe siècle, on y extrayait le phosphate, notamment pour la fabrication d'engrais. En 1920, la carrière ferme avant de se reconvertir. Reconversion assez sympathique, c'est-à-dire qu'on va les utiliser comme champignonnières, parce qu'évidemment on a une température constante, on a une hygrométrie constante, et c'est véritablement propice à la culture du champignon. Alors on va y cultiver le champignon de Paris. Après quelques années, la champignonnière cesse ses activités. Aujourd'hui, le site de 68 hectares est ouvert uniquement aux scientifiques qui le demandent. La SBL, qui gère les carrières de la Malogne, souhaiterait en faire profiter le grand public. 1,5 km de galeries seraient visitables dans des conditions très strictes, de quoi protéger notamment ces 1500 occupants durant les mois d'hiver. Il y a des chauves-souris un petit peu partout dans l'ensemble du site. On y dénombre plus d'une dizaine d'espèces différentes, notamment des espèces classées Natura 2000, donc protégées au niveau européen. Les 14 propriétaires privés du site ont marqué leur accord pour une ouverture au public. Reste à convaincre la ville de Mons. L'actualité sportive avec des résultats de football. Ostende s'est imposé à domicile face à Saint-Tron 3-1. Le club de Bruges domine toujours le classement provisoire devant l'Antwerp et Genk. Ostende se hisse donc en 4e position juste avant le Standard qui reçoit ce soir Oud-Heverlee-Louvain et Anderlecht. On se quitte avec l'une des informations du jour à revoir sur notre application RTL Info. Les premières doses du vaccin AstraZeneca arrivent ce week-end. Elles seront administrées à certains membres de professions prioritaires. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée avec nous. Après la météo de Stéphane Van Bellingen, place au magazine ICOM. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain dès 13h. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.